D'après le dernier classement Forbes 2025, sur 3028 milliardaires recensés dans le monde, moins de 25 seulement sont afro-descendants. Ici, je te parle de moins de 1% de la population des milliardaires. C'est une statistique brutale qui fait mal à l'ego, mais qui pose aussi une vraie question. Comment expliquer un tel écart dans un monde où l'Afrique regorge d'autant de talents, d'autant d'idées, d'autant de vitalité entrepreneuriale? Parce que sur le terrain, ce n'est pas la motivation qui manque lorsqu'on regarde la situation. Et ce n'est pas non plus l'envie de créer des multinationales qui vont impacter le monde qui fait défaut aux Africains. Je me souviens d'une infirmière avec qui j'ai échangé récemment. Cela faisait plus de 10 ans qu'elle travaillait à l'hôpital, mais d'après ses dires, depuis qu'elle est toute petite, elle a toujours vendu quelque chose. Elle a vendu au marché en tant qu'adolescente et même en tant que salariée, elle faisait de la vente. Elle n'a jamais cessé d'entreprendre à côté de son travail à plein temps. Elle a vendu plein de choses, des produits cosmétiques, du service à domicile ou elle a fait des petits business en ligne. Lorsqu'elle me contactait, elle me disait qu'elle se préparait pour lancer sa marque d'e-commerce. Ce qu'elle voulait, c'est que je lui donne des conseils pour poser des bases solides pour son business. Cette femme, elle bosse de nuit à l'hôpital et elle développe à côté un business en parallèle. Qui fait ça? Ce genre de profil, moi, j'en croise un peu tous les jours. Et ceci pour vous dire une seule chose, que les Africaines ou les Africains ont la niaque. Les Africains sont des battants, des créatifs, des gens qui ne veulent plus dépendre de personne. Oui, je peux vous dire les yeux dans les yeux et sans hésiter que les Africains ont le business dans le sang. Mais alors, pourquoi si peu arrivent à bâtir quelque chose de durable, quelque chose qui a de l'impact? Pourquoi cette énergie incroyable finit-elle souvent dans l'échec ou encore plus grave dans de l'arnaque? Pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans le conseil. J'ai notamment travaillé dans des gros cabinets de conseil mondialement connus comme Ernst Young, aujourd'hui appelé EY, et Deloitte. Ces cabinets de conseil accompagnent des milliers d'entreprises sur des sujets d'audit ou de conformité. Donc, dans le cadre de mon passage dans ces gros cabinets et même pour mes activités de consulting en tant qu'indépendant, j'ai travaillé pour des dizaines d'entreprises et sur des centaines de projets. Et ce que j'ai vu à chaque fois m'a marqué. Moi, j'ai commencé juste à me poser quelques questions, à analyser, à comparer, à me dire mais qu'est-ce qui ne marche pas avec la communauté africaine lorsqu'elle entreprend? Et ce que j'ai découvert, c'est que le problème en réalité, ce n'est pas celui que l'on croit. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui manque aux Africains. Ce n'est pas le racisme. On n'est pas les moins aimés. Ce n'est pas non plus l'accès au réseau. Il y a quelque chose de plus profond, de plus systémique et de beaucoup plus inconfortable à regarder en face. Alors aujourd'hui, je vais te montrer ce que j'ai vu, ce que j'ai compris et ce qu'on ne dit pas dans les success stories ou qu'on ne montre pas du tout sur les réseaux sociaux. Le but de cette vidéo n'est pas de distribuer des leçons. Le but de cette vidéo, c'est de partager mon humble expérience parce que si on continue à répéter les mêmes erreurs, on va enterrer des générations entières de potentiel. Et si on va jusque-là, jusqu'à l'enterrement total d'une génération, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Lui, c'est Tongé Bakong. C'est un franco-camerounais diplômé d'HEC qui a fait ses armes chez Orange et chez Canal+, avant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. En 2015, cet entrepreneur lance AfroStream avec une idée qui semble révolutionnaire. Il décide de créer le Netflix africain, c'est-à-dire une plateforme de streaming entièrement dédiée aux films et aux séries afro-américaines et africaines. Les premiers mois ressemblent à un conte de fées entrepreneurial parfait. Les médias s'emballent et partout on commence à parler de révolution pour la représentation noire à l'écran. TF1 décide de s'associer au projet, validant ainsi le concept aux yeux du grand public. Avant même le lancement officiel, plus de 50 000 fans suivent déjà la page Facebook d'AfroStream, ce qui va témoigner d'une demande réelle et d'un engouement authentique pour le projet. Puis arrive le moment qui change tout. En juin 2015, AfroStream est sélectionné par Y Combinator. Y Combinator, c'est l'accélérateur le plus prestigieux au monde, celui-là même qui a propulsé vers les sommets des entreprises comme Airbnb, Dropbox, Reddit ou Stripe. Cette sélection représente bien plus qu'un simple financement de 120 000 $. C'est un sésame pour accéder à un accompagnement de 4 mois dans la Silicon Valley et surtout c'est une opportunité de présenter son projet devant plus de 400 investisseurs lors du mythique Demo Day.
À ce moment-là, tout le monde se dit que la partie est gagnée d'avance pour AfroStream. Tangier devient naturellement le visage emblématique de l'entrepreneuriat des afrodescendants en France. Il incarne une réussite qui fait rêver toute une communauté. L'objectif affiché paraît raisonnable. Il promet simplement d'atteindre 50 000 abonnés en un an dans un marché où le public existe déjà et la demande semble évidente. Ce qui est fou, c'est que le début confirme d'ailleurs ses espoirs puisque le lancement se déroule dans d'excellentes conditions. Orange décide de s'associer au projet tandis que Bouygues Telecom intègre directement AfroStream dans son offre, permettant ainsi à plus de 12 millions de foyers français d'avoir accès à cette nouvelle plateforme. Les premiers abonnés commencent à affluer et l'histoire d'AfroStream devient celle qu'on a tous envie de voir triompher. Mais derrière cette façade prometteuse, la réalité du business du streaming commence à révéler sa complexité redoutable. Créer une plateforme de streaming ne se résume pas à avoir une excellente idée ou une belle visibilité médiatique. Il faut avant tout pouvoir payer les droits de diffusion de contenu et c'est là que Tangier découvre progressivement l'ampleur des défis financiers qui l'attendent. Figurez-vous juste que chacun des épisodes d'une série coûte entre 1000 ou 15 000 euros. Je dis bien 15 000 euros par épisode. Je vous laisse imaginer si la série fait juste 10 épisodes. Et ça, ce n'est que pour les séries. À côté, un film nécessite un investissement de 2 000 à 50 000 euros et cela uniquement pour une année d'exploitation. Lorsqu'on prend le temps de faire les calculs, la réalité devient vertigineuse. Pour constituer juste un catalogue de seulement 30 séries et 100 films, ce qui reste dérisoire comparé aux 3000 contenus qui sont proposés par Netflix, AfroStream doit débourser 2 100 000 euros par an rien que pour les droits. Il faut ensuite ajouter 500 000 euros pour les serveurs et la technologie, sans oublier les coûts de marketing, les salaires et l'ensemble des frais de fonctionnement qui portent le budget total à 3 600 000 euros par an. Ce qui signifie concrètement qu'il faut réussir à fidéliser 44 000 abonnés prêts à payer 7 euros par mois. Et ça tous les mois sans interruption pour simplement atteindre l'équilibre financier. Le problème majeur que Tangier reconnaîtra lui-même plus tard, c'est que ces calculs fondamentaux n'ont pas été effectués avant le lancement du projet. Pire encore, il découvre en cours de route qu'il pensait créer une start-up technologique, alors qu'en réalité, il évoluait dans l'industrie des médias. Et là, on parle de deux secteurs au modèle économique radicalement différents. Pendant que tout l'écosystème pense avoir affaire à une structure solide et bien organisée, Tangier s'épuise à jouer les hommes orchestres dans l'ombre, tentant désespérément de maintenir l'illusion d'une croissance maîtrisée. Au bout de 2 années de cette course effrénée, le verdict tombe sans appel. AfroStream n'a réussi à convaincre que 35 000 abonnés, soit 9 000 de moins que le seuil minimum vital pour assurer la survie du projet. C'est à ce moment critique que Tangier retourne voir les investisseurs pour tenter une seconde levée de fonds. Les investisseurs lui disent « Attendez, vous avez été sélectionné par Y Combinator, vous avez levé 4 millions de dollars, vous existez depuis 2 ans et vous n'êtes toujours pas rentable ?» La réponse à cette question signe l'arrêt de mort du projet. Le 13 septembre 2017, exactement 2 ans après le lancement, AfroStream ferme définitivement ses portes. Face à cet échec retentissant, la tentation est grande de pointer du doigt les explications habituelles. Le manque de financement ou le racisme supposé des investisseurs qui ne croiraient pas au projet porté par des entrepreneurs noirs. Mais comment soutenir de tels arguments quand on sait que Tangier avait été sélectionné par Y Combinator, qu'il avait réussi à lever 4 millions de dollars et qu'il bénéficiait du partenariat prestigieux avec Orange et TF1. Si cela ne constitue pas le fait d'avoir sa chance, alors je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. L'histoire de Zouva nous offre un autre angle d'analyse tout aussi révélateur. Kelechi Aniadigbu, cette américano-nigériane diplômée de Columbia, lance en 2013 une marketplace destinée à connecter les créateurs africains de vêtements avec une clientèle internationale. Son concept semble génial dans sa simplicité. Elle veut juste démocratiser la mode africaine en la rendant accessible au monde entier. L'année 2016 marque l'apogée de cette success story naissante avec un succès viral qui dépasse toutes les espérances. Les commandes explosent littéralement. Rihanna elle-même choisit de porter du Zouva. Les influenceuses se disputent les créations de la marque et les médias américains consacrent des dossiers entiers à cette jeune entrepreneuse qui semble révolutionner la mode africaine.
La consécration arrive lorsqu'elle est sélectionnée pour participer au Shark Tank, l'émission où les entrepreneurs viennent pitcher devant des milliardaires américains et qui constitue l'émission la plus regardée aux États-Unis dans le domaine entrepreneurial. À ce stade, Zouva incarne parfaitement le rêve américain version afro, c'est-à-dire une réussite qui semble ne connaître aucune limite et qui inspire une génération entière d'entrepreneurs. Pourtant, fin 2017, c'est l'effondrement brutal. Juste avant son passage, tant attendu dans Shark Tank, Zouva ferme définitivement ses portes. Cette fois, impossible d'invoquer le manque de financement ou des barrières discriminatoires car Kelechi fait preuve d'une transparence remarquable en avouant publiquement les véritables raisons de cet échec. Elle explique sans détour qu'ils ont grandi beaucoup trop vite, que leur équipe réduite à seulement 3 personnes n'arrivait pas à gérer l'explosion soudaine de la demande, que leur site internet s'effondrait régulièrement sous la charge du trafic et que de nombreuses commandes n'étaient pas honorées dans les délais et que les créateurs africains partenaires n'étaient pas payés à temps. En d'autres termes, Zouva a été littéralement victime de son propre succès, incapable de structurer ses opérations, d'organiser efficacement ses processus ou de tenir les promesses faites à ses clients et partenaires. Ces deux histoires révèlent un pattern troublant qui mérite qu'on s'y attarde. D'un côté, on a AfroStream, qui est une sélection quand même du Y Combinator, qui a levé 4 millions de dollars et qui est partenaire avec des institutions prestigieuses, mais qui a un modèle économique mal calculé dès le départ. De l'autre côté, on a Zouva, ce succès viral qui a réussi à obtenir un passage programmé dans Shark Tank, mais une croissance totalement non maîtrisée, une infrastructure technique inexistante et des promesses systématiquement non tenues qui conduisent aux mêmes résultats désastreux. Ce ne sont pas les barrières externes traditionnellement invoquées qui ont causé la chute de ces entreprises. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de plus fondamental et surtout de beaucoup plus inconfortable à regarder en face. La vérité que j'essaie de vous partager ici, c'est que ces histoires d'échecs retentissants, j'en ai observé des dizaines au cours de ma carrière. Et à chaque fois, le même schéma se répète avec une régularité qui ne doit rien au hasard. Et cette réalité, je vais vous dire que personne n'a envie d'en parler car elle va remettre en question les certitudes bien établies dans la communauté. Pendant plusieurs années, j'ai eu accès à un poste d'observation que très peu d'entrepreneurs connaissent, celui qui te permet de voir les projets de l'intérieur, sans filtre, sans storytelling, sans mise en scène. Juste la réalité brute d'une entreprise face à elle-même. J'ai pu voir les chiffres, j'ai pu voir les structures, j'ai pu voir le quotidien, j'ai pu voir les failles. Très vite, une dissonance m'a frappé. Lorsque tu bosses dans un cabinet de conseil, tu ne regardes pas les projets comme un spectateur. Tu les examines qui échouent malgré tous les moyens qui ont été mis en œuvre. Elle fait la différence entre ceux qui construisent pour durer et ceux qui brillent puis s'effondrent. En parallèle, j'ai vu évoluer l'écosystème entrepreneurial de notre communauté. Des projets portés par des talents exceptionnels d'Afrique et de la diaspora. Des idées vraiment révolutionnaires qui répondaient à de vrais besoins. Une énergie collective qui donnait envie d'y croire. Et pourtant, un contraste douloureux se dessinait sous mes yeux. Les initiatives avaient tout pour réussir sur le papier. Des concepts étaient innovants, validés par le marché. Des équipes passionnées. Et parfois même, ces concepts avaient obtenu des financements conséquents. Une reconnaissance médiatique qui aurait dû leur ouvrir toutes les portes, mais elles ont évolué selon une logique radicalement différente. Les entreprises qui durent avaient des méthodes précises. Mais par contre, dans les entreprises que j'ai décrites et même bien d'autres de la communauté, on fonctionne au feeling. Les entreprises que j'ai vues réussir construisaient des systèmes solides. Et je tiens quand même ici à souligner quelque chose. Quand je parle d'entreprises que j'ai vues réussir, ce ne sont pas nécessairement des entreprises pilotées par un CEO européen. Dans ma carrière de consultant, j'ai vu aussi des entreprises créées par des Africains ou en tout cas des personnes d'origine africaine qui ont bâti avec beaucoup de rigueur et qui, jusqu'aujourd'hui, tiennent debout. Donc ce n'est pas une histoire de couleur ou d'origine, c'est une histoire de rigueur. Si vous regardez les entreprises que je vous ai décrites et qui se sont écroulées malgré qu'elles avaient toutes les chances de leur côté, le problème c'est qu'on comptait sur le talent des fondateurs. Elles improvisaient du jour au jour alors que les entreprises qui tiennent la route et qui durent longtemps écrivent tout et planifient tout.
Cette différence crée de facto un décalage